Salut les amis, on vous a concocté avec nos amis de chez Sport Testing un petit e-book qui reprend les bases de la physiologie du triathlète. Alors si vous voulez comprendre la VO2 max, les différents seuils, l'oxydation des graisses, ou encore comment fonctionnent les tests de performance, on vous propose un petit résumé en quelques pages. Ça vous permettra de rentrer un petit peu plus dans la technique. Il suffit de télécharger sur notre site web www.devenirtriathlète.com. Et si jamais vous avez encore des doutes, posez-nous toutes vos questions sur le groupe Facebook Devenir Triathlète. On tâchera d'éclaircir tout ça ensemble avec nos invités. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, Olivier de Scooter m'accompagne comme d'habitude. Salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons une voix féminine que nous allons passer à la moulinette de nos questions sur le podcast Devenir Triathlète, à savoir Mélissa Musso. Salut. Salut, avec impatience. On va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur toi et puis sur ce que tu fais dans le milieu du sport. Mais justement, nous avons une coutume dans ce podcast, c'est de laisser la parole pour les premières minutes à notre invité. Et en l'occurrence, c'est notre invité et eux. Donc dis-nous tout, qui est Mélissa ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et quel est ton rapport avec le sport ? Alors, donc, comme tu l'as dit, Mélissa Musso, je suis sportive amatrice dans les sports d'endurance. Donc j'ai commencé en tant que gymnaste. Donc rien à voir avec les sports d'endurance. Pour le coup, la transition a été un peu brutale. Puis après, arrivé les 18 ans, je commençais à me rouiller un petit peu. Donc je me suis naturellement tournée vers des distances type 10 km parce que mon père pratiquait la course. Et puis au fur et à mesure, je suis partie aux États-Unis. J'ai découvert un petit peu l'état d'esprit longue distance. Donc j'ai voulu faire mon premier marathon en rentrant. Puis le Covid est arrivé et je me suis un peu plus dirigée vers des aventures sportives entre guillemets. Donc on a monté un petit projet avec mon père de rallier chez nous à Grenoble jusqu'à la mer en courant. Donc c'était le dernier projet qu'on a fait. Puis le marathon de Paris qui est arrivé la semaine dernière. Ça c'est pour le côté sportif. Sinon j'ai 25 ans. Je suis entrepreneuse dans le milieu du sport. Donc, on a fondé Sport Testing il y a maintenant 2 ans avec Jonas Foro et Daniel Padilla. Et donc, du coup, voilà, je suis une passionnée de sport. C'est pour ça que j'ai voulu en faire mon métier. Cool. Bon, on va pouvoir revenir justement sur Sport Testing et peut-être sur tes nombreuses vies sportives. Quand tu nous dis que tu as été aux États-Unis, tu as découvert le sport aux États-Unis, c'était quoi T'as été amené là-bas par tes parents ou c'était dans le cadre de tes études ? Alors, pas du tout. En fait, donc, du coup, j'ai fait des études de STAPS, donc le cursus classique jusqu'au Master 2, où l'objectif était de faire un stage de 6 mois dans une entreprise. Alors moi, mon rêve à la base, c'est de pouvoir travailler chez Adidas en tant que conceptrice de chaussures pour les meilleurs athlètes. Sauf que j'étais vraiment... Et STAPS, ça te permet de t'amener à concevoir des chaussures ? Ouais, carrément, sur le Master à Chambéry, Master 2. Sauf que j'étais vraiment nulle en anglais. Donc du coup, ça m'a pas forcément aidé pour les entretiens. Donc je me suis dit, je vais partir aux États-Unis pour devenir bilingue et pour pouvoir avoir plus de chances pour intégrer Adidas. Donc je suis partie dans un laboratoire de biomécanique sur l'évaluation des risques de blessures au Kansas. Donc pour le coup, c'était vraiment très formateur parce qu'il n'y a pas de français là-bas. Donc... Par rapport à l'accent, par contre, ça doit être aussi assez formateur, non ? Ouais, exactement. Et donc après, voilà, je suis tombée un peu dans le milieu entrepreneurial américain avec cette envie de créer des choses, d'avoir aussi vraiment une valeur un esprit où le travail est vraiment récompensé. Et vu que j'ai toujours été une grosse bosseuse, ça m'a bien correspondu. Et donc là-bas, il y avait vraiment un décalage entre la mentalité française et américaine que j'ai pu constater sur l'intégration des données scientifiques dans la performance sportive. Et donc, je me souviens être sur mon vélo entre midi et 2, regarder un petit TED Talks de Simon Sinek qui montre que si jamais on veut vraiment avoir un impact dans le monde à l'heure actuelle, c'est plutôt en créant sa propre entreprise. Donc en rentrant, je me suis dit finalement pas envie d'aller chez Adidas, je vais plutôt créer quelque chose qui nous permette de pouvoir aider les athlètes à optimiser leur performance. Et donc Sport Testing est né de cette façon. C'est génial. Et
Pourquoi Adidas? Enfin, j'ai l'impression que depuis le début, c'était très clair. C'était Adidas. C'était pas Nike. C'était pas n'importe qui d'autre. C'était Adidas. Alors, en fait, au tout début, c'était Nike parce que j'avais été vraiment inspirée par le Breaking Two Project qui avait été fait sur vraiment le suivi scientifique des athlètes pour pouvoir les aider à passer sous la barrière des 2 heures. Et au fur et à mesure, en creusant un peu les valeurs chacune des entreprises dans le monde du sport, il y avait cette idée que Impossible is Nothing avec Adidas. Donc c'est un peu du marketing, mais dans l'idée, ça représentait bien un peu ma vision de OK, j'ai pas forcément une famille qui a beaucoup d'argent, je suis une femme dans le milieu du sport de performance, mais ça veut pas dire que je peux pas moi aussi développer quelque chose qui a du sens. Et c'est pour ça que je me sentais un petit peu habitée par ce mantra. Et donc voilà, c'était vraiment mon objectif. J'ai candidaté 8 fois, il me semble. J'ai fait 3 entretiens, mais ça l'a jamais fait. Donc voilà, avec aucun regret. Maintenant, j'ai développé un laboratoire qui a un petit peu le même état d'esprit, à pouvoir donner la possibilité à les athlètes de repousser leurs limites. Donc voilà. Bon, faut croire que c'est un bon coup de marketing alors de la part d'Adidas. Là. Ouais, carrément. Ça a bien marché en tout cas. Ouais, est-ce qu'ils te sponsorisent au moins Sport Testing? Bon, on y reviendra après. Donc tu reviens des États-Unis, l'idée de créer ton business est là. Comment est-ce que tu te lances justement dans l'aventure Sport Testing? D'où vient l'idée? Ouais, j'aurais plein de questions, mais on va commencer par la genèse du projet. Okay. En fait. La genèse du projet, elle a eu lieu quand j'étais aux États-Unis. Je m'entraînais pas mal toute seule. Et en fait, je trouvais que des fois, j'avais des limites que j'arrivais pas à expliquer physiques à ma performance. C'est-à-dire que je me sentais vachement limitée sur le point physique, alors que mon mental était vraiment assez fort. Et à l'inverse, à d'autres moments où je trouvais que j'étais en très bonne forme physique, et c'était un peu mon mental qui craquait, et j'avais encore pas réussi à expliquer ce fonctionnement et qu'est-ce qui pourrait me permettre d'optimiser mes performances. Et donc, j'avais pour volonté de vouloir vraiment mesurer l'ensemble des facteurs de performance, donc d'un point de vue physiologique, mais également psychologique, et pouvoir avoir cette vision 360 degrés des facteurs qui me permettaient de performer. Et donc, en rentrant en France, j'étais dans cette idée d'avoir vraiment la possibilité d'apporter quelque chose de valeur sur l'aspect psychologique aussi. Et j'ai un peu pété un câble, c'est-à-dire qu'on devait refaire ma chambre, les murs de ma chambre, la tapisserie. Et donc, du coup, j'en ai profité pour écrire toutes mes idées sur le mur de ma chambre. Donc, le mur de ma chambre qui était devenu la pièce du musée de la famille. Et donc, j'avais envoyé cette photo à différents amis, dont Jonas Ouro, qui est cofondateur avec moi, qu'on se connaissait depuis la L3. Et il m'a dit, super idée, un laboratoire pour optimiser les performances sportives. Si tu veux, je t'aide à te lancer. Moi, je fais un master entrepreneuriat cette année. Donc, vas-y, attends pas, et c'est maintenant. Voilà, on s'est lancé comme ça. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis sur l'idée du projet, parce que tu l'as dit, tu as eu une expérience aux États-Unis. On le sait qu'aux États-Unis, la performance, elle est vraiment vue sous l'angle 360, c'est-à-dire que aussi bien la performance physique que la recherche de performance d'un point de vue mental. D'un autre côté, en France, tu t'es peut-être heurté aussi à quelques barrières. Comment est-ce que tu arrives à vendre ton idée et à aller au-delà de ces barrières relativement à la préparation mentale, ou du moins la barrière psychologique? Alors, je dirais que les barrières sont même beaucoup plus grandes que ça. C'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, j'étais vraiment dans ce milieu. Les coachs étaient sensibilisés au fait à l'intérêt d'avoir des datas dans leur entraînement pour pouvoir optimiser les performances. Et en rentrant en France, il y a eu un décalage complet. Les entraîneurs étaient vraiment beaucoup plus en retard par rapport à cette vision-là. Et ce, pas forcément que sur la partie mentale. En fait, au final, la partie mentale, on l'a retardée dans le sens où on n'a encore aucun marché et aucune demande vraiment concrète sur la mesure de ces facteurs de performance-là. Donc, je prends mon mal en patience sur cette partie et on n'arrive pas à commercialiser activement vraiment uniquement le profilage psychologique. Par contre, de plus en plus, parce qu'on n'est pas uniquement sur les sports d'endurance, on est également sur les sports collectifs, il y a un intérêt pour pouvoir avoir une image complète de l'athlète et donc intégrer quelques mesures sur ces aspects-là. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de tests qui se font sur les aspects psychologiques avec des questionnaires. L'ambition, c'est de pouvoir réussir à mesurer des choses objectives sur la partie psychologique et cognitive également.
Donc, on est en train de développer différents processus d'innovation. Le but, c'est aussi de mettre en place des collaborations avec d'autres entreprises qui développent des capteurs qui permettent de mesurer notamment les activités cérébrales et toutes ces choses-là. Et on a eu l'occasion l'année passée de lancer le Endless Project, sur lequel on a mis en place des mesures à la fois physiologiques et psychologiques pour prédire les performances des athlètes qui se lançaient sur cette course. Donc c'était vraiment hyper intéressant et on a vu qu'il y avait un intérêt grandissant pour ces facteurs de performance, même s'il n'y a pas encore le marché qui est tout à fait prêt à payer pour ça. Tu peux nous en dire plus justement sur le Endless Project ? Ouais, je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire ou si je recontextualise. Je pense que tu peux recontextualiser parce que tous les auditeurs n'ont pas forcément suivi, donc tu peux y aller. Alors en fait, c'est une idée de la part de Duncan Perilla, qui est un athlète marathonien, un des meilleurs français d'ailleurs, qui avait rejoint notre équipe et il avait pour objectif de faire un 100 km. C'était en période de Covid, il n'y avait plus rien qui se passait. Et au final, on a voulu changer un petit peu l'idée de cet objectif en créant une course unique où le but était de tenir l'allure du record du monde du 100 km, donc qui était 16,25 km/h, le plus longtemps possible. Et donc pour cela, on a recruté 12 athlètes, des hommes, des femmes, des triathlètes, des trailers, des pistards, vraiment plein de profils différents. Et on leur a fait passer une batterie de tests en amont sur la partie physiologique, psychologique, cognitive. Et on a mis en place un suivi aussi pendant la course pour aller étudier quels étaient les facteurs qui feraient tomber un à un les athlètes qui n'arriveraient plus à suivre le rythme. Et donc l'idée, c'était de comprendre, que ce soit au niveau de la partie psychologique, des états d'humeur d'avant-course, ou alors sur la partie glycémie, on les a équipés de capteurs Super Sapiens, sur la partie économie de course, VO2 max, qu'est-ce qui était prédictif de leur performance, et on allait vraiment sur l'individualisation et la compréhension de façon vraiment spécifique sur chacun des athlètes de qu'est-ce qui les a arrêtés. Donc on a résumé tout ça dans notre article de blog. Si jamais ça intéresse d'autres personnes, ils peuvent aller trouver des infos là-dessus. Ouais, tu peux peut-être rappeler le lien, de toute façon on mettra tout dans les notes de l'épisode, mais où est-ce qu'on trouve plus d'infos ? Ouais, on rappellera, mais c'est sur le site internet sporttesting.fr. On a plusieurs articles de blog, soit sur des projets dans ce type-là, soit sur l'apport de contenu scientifique sur différents facteurs de performance, la VO2 max, le profilage et toute la logique qu'il y a derrière le concept de sport testing. Pour revenir sur ce projet, la course, elle s'est effectuée comment ? C'était départ groupé avec c'est quoi ? Il y avait quelqu'un qui mettait un meneur d'allure, c'est ça ? Ouais, en fait, il y avait un vélo devant qui tenait l'allure et tout le monde est parti ensemble. Donc, forcément, les filles, elles ont tenu beaucoup moins longtemps parce que c'était une intensité assez intense pour elles. Mais c'était aussi l'objectif pour nous d'avoir différents profils et en fait d'avoir ceux qui se mettent vraiment très vite dans le dur. Et donc, en fait, il y avait par exemple une cinétique de glycémie qui était complètement différente que ceux qui étaient à une allure plutôt typée endurance, 70% de leur VO2 max. Et on avait du coup une retransmission en direct avec le Sport Dauphinois qui était en voiture avec nous derrière et qui nous permettait de commenter en direct la course, d'avoir aussi les impressions de chacun des coureurs. Et donc c'était assez sympa. Et c'était sur route alors ? Ouais, c'était à Grenoble, on avait pris une boucle de 3,5 km, il me semble. Donc ils ont fait quelques tours comme ça et au final on a eu du coup Duncan qui a gagné le test en faisant 63 km. Après il y a eu Thomas Cardin qui a fait il me semblerait 50 km. C'était assez marrant justement de le voir sur route sur une aussi longue distance, lui qui a l'habitude de plutôt avoir des passages en trail avec des aspects plutôt marche. Là on nous a poussé assez loin et c'était beau à voir. Et chez les femmes du coup ? Chez les femmes on avait Anne-Sophie Vité, donc celle qui allait le plus loin. Elle a fait il me semble qu'elle a fait le semi, elle a dû tenir elle a fait plus d'une heure, donc elle a fait 16 km 5. On a eu Juliette de Sailly et Margot Guillaumeau, donc qui sont des athlètes sur piste et en cross. Elles, pour le coup, ça a été plus court et c'est vrai qu'elles se sont un peu plaintes de l'intensité par rapport aux hommes en fait de la course. Mais c'était aussi un peu l'objectif de pouvoir mettre les deux sexes au même niveau et d'avoir vraiment différents profils. Parce que c'était du coup, tu disais 16 km et demi, c'est la vitesse du 100 km, c'est le record du monde des 100 km, c'est ça ? C'est ça, 16,25. Ok. 3,41 au kilo. C'est pas stop. Ce qui est pas mal quand même comme allure. C'est pas mal, ouais. C'est en général l'allure à laquelle on commence les 500 premiers mètres de course à pied sur un triathlon et puis après on se rend compte que finalement les jambes elles vont pas tenir donc on passe à 5 minutes au kilo.
Ouais, c'est ça. Ok, et toi, par rapport à ta pratique, justement, est-ce que tu es une coureuse assidue, une nageuse, une cycliste ou pas du tout? Et finalement, tu pratiques en faisant faire des tests avec ce labo de sport testing? Alors forcément, de voir autant d'athlètes aussi bons qui performent entre nos mains, ça inspire pas mal. Donc moi, je suis plutôt sur les sports d'endurance, vraiment plutôt course pour le coup. Notamment parce que j'ai pas tellement de temps en développant sport testing de chercher à avoir aussi une pratique aussi complète que le triathlon, même si j'en ai déjà fait quelques-uns et j'ai trouvé ça hyper sympa. Je suis plutôt un profil typé endurance, donc pas vraiment très rapide ni explosive, mais qui aime bien les longs efforts. Et je pense que c'est vers ça que je vais me diriger, que ce soit sur la partie trail ou la partie route. J'essaye, quand je me mets un objectif, en tout cas, je loupe aucune séance, à part en cas de blessure. Mais voilà, j'ai un petit peu cet état d'esprit compétitif et à la fois de vouloir aussi partager les choses dans la pratique et de pouvoir mettre en place des projets sportifs avec soit des potes ou alors ma famille et rassembler du monde autour de cette pratique. Ça fait combien de temps que ça existe du coup, Sport Testing? Sport Testing, ça fait maintenant 2 ans, donc Okay. depuis 2020. Donc, bon, là, tu as 25 ans, donc tu es encore jeune, mais quand tu l'as lancé, tu avais 23, tu sortais des études. Toute ta connaissance que tu avais à ce moment-là, c'est que des trucs que tu avais appris aux études? Ma connaissance scientifique ou ma connaissance... parce que ma connaissance de la vie, j'en avais pas à 23 ans. Non, mais l'entrepreneuriat, tout ça, forcément, tu l'as acquis sur le terrain, mais je veux dire, le côté scientifique, parce que, tu parles de performance, tu parles de beaucoup de choses différentes aussi, tu vois, physiologique, mental, c'est plein de critères différents, et en général, on se spécialise dans un truc, et voilà, mais là, a priori, t'as plutôt pris le parti d'offrir une palette de services la plus large possible. Donc voilà, comment t'as fait du haut de tes 23 ans à te dire bon, en fait voilà, moi je vais me spécialiser là-dedans et puis je vais aller travailler avec les meilleurs athlètes parce que bon, tu bosses avec des pros et des experts, des athlètes élites, etc. Donc comment t'as fait pour te lancer et pour Alors en fait, quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai dû prendre 1 mois à récupérer tous mes anciens cours depuis le début de ma licence 1, donc ça fait quand même 5 ans de cours que j'ai tout répertorié au sein d'un sorte de livre que j'ai créé, que j'ai gardé pour moi, mais un livre où je répertoriais toutes mes connaissances sur la partie physiologique, musculaire et psychologique. Tu vas le publier, ce livre? En tout cas, il nous sert en interne. Après, je sais pas si on va le publier, mais ça a été assez utile pour voir un petit peu qu'est-ce qui était possible sur les différentes parties dans lesquelles j'étais plutôt expert, c'est-à-dire la partie psycho. J'ai eu la chance de faire des stages de recherche dès ma licence 1. Donc, dès le tout début, j'ai su que ça m'intéressait et que j'avais vraiment une envie de pousser là-dedans. Après, quand je suis partie à Chambéry, c'était une expertise plutôt biomécanique et sur les facteurs musculaires. Et après, je me suis associée avec Jonas Soro, qui lui était entraîneur à la cour d'orientation, qui a fait son stage de fin d'études au Canada dans un laboratoire de physiologie à Calgary. Donc, c'est un des meilleurs laboratoires de physiologie. Donc, lui, il avait cette compétence vraiment physiologique poussée. Et donc à deux, on a fait ce mix de l'aspect physio, musculaire, psychologique et la partie cognitive. On l'a développé un peu plus sur le tas, en voyant qu'on avait des demandes, notamment de la Fédération française de bobsleigh, qui avait aussi des grosses problématiques autour du profilage cognitif et l'optimisation des temps de réaction, de la prise d'information des pilotes, qu'on a accompagné sur les jeux. Donc là, c'était plus de l'apprentissage grâce aux connaissances qui existent dans les recherches scientifiques et tout d'aller chercher. En fait, on a à disposition, on ne sait pas, mais on pourrait tous être hyper cultivés en allant chercher à droite à gauche, si on a le temps, en tout cas, parce que ça prend du temps quand même de lire les articles. Non, je suis assez d'accord avec toi, l'information est relativement accessible. Après, effectivement, comme tu dis, ça prend du temps. Donc, en fait, ton secret à toi, c'est surtout que tu es une grosse bosseuse. Exactement. Tu bosses combien d'heures par jour J'ai l'impression que je bosse un peu moins depuis, c'est un peu bizarre à dire, mais depuis que je dirige Sport Testing, donc ça fait maintenant 8 mois. C'est vrai qu'avant, j'étais vraiment sur la partie scientifique et donc mon rôle, c'était vraiment développer des connaissances et produire les tests et c'était vraiment hyper passionnant d'être sur cet aspect-là. Aujourd'hui, mon rôle, c'est plus de réfléchir, j'ai l'impression, que de développer mes connaissances. Donc, je sais pas, je bosse plus ou moins tous les jours.
du matin 8h jusqu'au soir 20h. En fait, mon cerveau s'arrête pas, donc je peux pas vraiment te donner toute la journée. Ouais, ça te fait des belles semaines, quoi. Et pour autant que tu arrives à intégrer un petit peu d'entraînement dedans, bon, bah voilà, il reste pas beaucoup de place pour le reste. Non, c'est vrai que c'est pas facile de trouver l'équilibre dans tout ça. Après, aujourd'hui, je sais pourquoi je fais ça, et c'est ce qui fait que j'ai aucun regret à me dire, je mets peut-être entre parenthèses, la partie peut-être famille, ou alors les voyages, toutes ces choses-là, mais je m'épanouis complètement dans ce que je fais, et je sais que si je veux pouvoir avoir vraiment l'impact que j'espère avoir dans le monde sportif, c'est en y mettant les moyens. Et donc, voilà pourquoi je m'implique autant. Ok. Tu nous as parlé de profilage psychologique, de créer des tests, de développer des tests, de soumettre des tests aux sportives et aux sportifs. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail avec nous sur justement comment fonctionne Sport Testing, qu'est-ce que vous proposez, et puis comment ça se met en place pour les sportives et les sportifs? Oui, bien sûr. Donc, Sport Testing, en fait, on a créé le premier laboratoire itinérant d'optimisation de la performance. Pourquoi le premier laboratoire itinérant? Parce que, en fait, le modèle se déplaçait sur le terrain pour aller mesurer les facteurs de performance vraiment dans l'environnement de l'athlète. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. On a été contraints de le mettre en place à cause du Covid, parce qu'on s'est lancé au moment du Covid et qu'il n'y avait pas forcément un grand intérêt à construire une structure. Et chose qu'aujourd'hui, on trouve ça vraiment pertinent parce qu'on peut apporter vraiment cette expertise scientifique au plus proche du terrain. Donc ça, c'est la... Donc ce qui veut dire que là, je vois un joli panneau, le village derrière toi, donc j'imagine que tu es sur Paris. Moi, je suis à Luxembourg. Si j'ai envie de faire un test avec Sport Testing pour analyser mes paramètres de performance ou voir comment je peux les améliorer, vous vous déplacez jusqu'à chez moi. Ouais, exactement. Donc nous, on est une entreprise à Grenoble. Le village, on a partout en France, donc c'est l'avantage d'être intégré à ce réseau-là. On se déplace, c'est-à-dire qu'on organise différentes sessions dans les villes de France en fonction des demandes. Et quand c'est des clubs professionnels, ils nous contactent directement, on construit ensemble le protocole qui leur correspond et on intervient sur leur lieu de pratique. L'idée, c'est que notre expertise, elle se contente pas uniquement à la partie testing, elle est vraiment aussi orientée vers l'analyse et l'interprétation de ces données de performance. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis rendu compte aux États-Unis dans mon stage que les données étaient quand même hyper complexes et pas forcément accessibles aux entraîneurs en termes d'interprétation. Et on a vraiment travaillé à simplifier les données complexes de performance pour les rendre accessibles aux entraîneurs en créant des bilans assez simples de compréhension qui leur permettent d'identifier clairement quels sont les points d'amélioration, les points forts de l'athlète, c'est d'avoir aussi un vrai suivi de la performance en effectuant plusieurs tests à l'année pour voir ce qui bouge et comment ça bouge. Et concrètement, donc vous vous déplacez pour les clubs, pour s'il y a beaucoup de demandes, vous venez avec un camion, un peu comme on les imagine, un camion labo, et puis on fait toute une batterie de tests, ou au contraire, je sais pas, au lieu de faire un test sur tapis dans un labo, on va faire ça sur la piste sur laquelle on a l'habitude de courir, mais vous nous bardez de capteurs, ou on utilise nos propres matériels? Alors, on intervient dans différents sports, chose que j'ai pas présentée. On a commencé avec le sport de haut niveau principalement, donc par nature dans les sports d'endurance, là où on était experts de par nos activités respectives, puis les sports collectifs. Et l'idée, ça a été vraiment de ramener le laboratoire sur le terrain. Donc, on se déplace avec notre petit camion, mais par contre, on équipe l'athlète d'un ensemble de capteurs. Pour les coureurs, on fait les tests sur piste, ou alors pour les cyclistes aussi, on les fait en montée dans un col, à Grenoble parfois, ou alors sur home trainer en fonction de la météo. L'idée, c'est vraiment de sortir le laboratoire de l'intérieur, de l'amener sur le lieu de pratique. Et par exemple, pour les basketteurs, plutôt que de leur faire un test physiologique sur vélo, on leur fait faire un test sur le terrain qui correspond vraiment aux problématiques de leur activité. Ok, bon, il va peut-être falloir qu'on définisse tous les types de tests du coup dont on parle, parce que c'est vrai que quand on parle de tests, là tout de suite comme ça, tu me dis test, je sais pas, je vais penser au test de VMA, de VO2 max, enfin tu vois des trucs que tu fais en général plutôt sur une piste d'athlétisme ou sur un vélo de home trainer ou sur un tapis de course. Quand tu parles de basketteur, j'ai un peu du mal à voir à quoi ça ressemble. Du coup, c'est quoi comme type de test que vous faites? Ok, alors pour la partie musculaire, en fait, on effectue un profilage complet qui nous permet de savoir s'il va être plus intéressant de travailler en force, en vitesse pour l'athlète, s'il a des déséquilibres musculaires, s'il va devoir travailler justement sur la réduction de ces déséquilibres pour éviter des blessures, tout ce qui est aussi capacité de détente et pliométrie.
Donc ça, c'est le gros socle sur la partie musculaire. Sur la partie cognitive, on va être en mesure de déterminer des facteurs sur de l'agilité réactive, sur des prises de décision, les temps de réaction, des prises d'information. Également aussi l'impact de la fatigue physique sur les capacités cognitives de prise de décision. Sur la partie psychologique, on va être plus sur tout ce qui est mesure d'états mentaux pré-événement de type est-ce qu'il est dans un état optimal pour performer. Sur les habiletés mentales, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir gérer correctement le stress, d'établir des buts de performance et de tout ce qui concerne en fait la préparation mentale, et également tout ce qui est gestion des difficultés en équipe. Et sur la partie physiologique, globalement, on effectue un profilage qui nous permet d'établir une grande palette de zones d'entraînement. Donc, c'est un test VO2 max, mais également un test 30 secondes pour avoir aussi la palette explosivité, où on va mesurer tout ce qui est production de lactatémie pour voir à quel point l'athlète produit ce déchet lorsqu'il est dans la zone assez intense et à quel point il arrive à l'éliminer. Et donc, ça nous permet d'avoir des informations sur quelles sont les zones à cibler dans sa pratique, qui vont être vraiment différentes en fait en fonction de chaque athlète. C'est vrai que dans une généralité d'entraînement, on se dit ça va être zone 1 jusqu'à 60% de la VMA, zone 2 jusqu'à 70%, et en fait il s'avère qu'on est tous différents et on s'en rend compte notamment quand on se met sur un même plan d'entraînement, on progresse pas tous à la même vitesse, ce qui est lié à l'individualisation de l'entraînement qui devrait être systématique. Et donc voilà, c'est ce qu'on fournit sur la partie physiologique, notamment aussi avec des mesures de consommation de lipides, de glucides en fonction des différentes intensités, ce qui va aussi permettre de pouvoir ajuster des stratégies d'alimentation sur une course en fonction de l'intensité qui est choisie, et tout ce qui est aussi économie de course, rendement. Donc en fait, ça correspond plutôt à quel point je vais être économe à une certaine intensité. Est-ce qu'il va falloir que je travaille plutôt en renforcement musculaire pour pouvoir être de plus en plus économe sur la foulée, sur toutes ces choses-là. Et donc, l'idée, c'est de fournir des recommandations sur chacun des tests qui a été établi. Donc là, je fais assez vite parce que sinon, on pourrait y passer des heures sur la partie testing et de donner vraiment des pistes concrètes aux athlètes et aux entraîneurs pour pouvoir optimiser ces facteurs de performance. Alors du coup, pour mesurer tout ça, comment est-ce que vous faites ? Vous bardez les athlètes de capteurs dans tous les sens ou c'est à base de tests physiques assez simples sur lesquels vous déterminez justement ces paramètres ? Alors, c'est des outils scientifiques qu'on trouve en général dans les laboratoires, mais qui sont un peu plus light et légers, qui leur permet de les porter sans être trop gênés. Par exemple, pour l'appareil VO2 max, il fait entre 800 grammes et 1 kg. Donc, en gros, c'est un masque avec une sorte de sac, un peu comme pour le trail. Donc, c'est pas non plus très encombrant. Faut s'y habituer un petit peu au début. C'est plus pour l'aspect psychologique. Je vais pas pouvoir cracher, je vais pas pouvoir être un petit peu dans mon confort d'effort. Donc voilà, les équipes et en général, c'est aussi ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas sur un test simple qu'on peut trouver un peu partout dans tous les clubs, c'est qu'on apporte vraiment une expertise grâce à des outils assez précis qu'on trouve notamment dans les recherches scientifiques ou alors dans les hôpitaux pour vérifier l'état médical d'un sportif. Et ça, du coup, typiquement le masque là, d'oxygène avec le sac à dos, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est un produit, moi je peux l'acheter demain si je veux. Ou bien c'est vous qui l'aviez fabriqué ? Ouais, alors nous, on n'a pas du tout vocation à développer des capteurs parce qu'il en existe déjà plein sur le marché. L'innovation vraiment qu'on apporte, c'est sur plutôt l'interprétation des données qui en sont extraites et leur utilisation. Parce que concrètement, la partie testing physiologique, ça existe depuis super longtemps. Je dirais que sur la partie cognitive et psychologique, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, là, il n'y a pas grand-chose qui est encore établi sur vraiment des protocoles de testing. Mais le matériel, tout le monde peut l'acheter. Ça commence à se démocratiser, d'être de plus en plus accessible. C'est-à-dire que le Metamax qu'on utilise, nous, donc l'appareil d'échange gazeux, c'est assez coûteux, il est aux alentours des 40 000 euros. Par contre, il y a des concurrents d'autres types de marques, comme le VO2 Master, qui ont sorti des produits peut-être 5 fois moins chers. Voire 10 fois moins cher, peut-être. Ouais, donc, du coup, ce que vous apportez aussi, c'est l'accès à ce type de produit, à ce type de testing, qui effectivement, on peut s'offrir un masque comme ça, mais est-ce qu'on va en avoir l'utilité seul, à moins de se tester tous les jours ou toutes les semaines ? Je suis pas sûr que ce soit vite rentabilisé. Ouais, exactement. C'est un peu le
constat qu'on a fait en se rapprochant des clubs professionnels, c'est que eux, ils ont pour la plupart souvent les moyens de pouvoir investir dans ce genre de choses. Par contre, tout ce qui va être structure d'accession au haut niveau un petit peu inférieur, ou alors les structures d'accompagnement comme les CREPS, aussi les CREPS ils sont équipés aussi, mais ils n'ont pas forcément tous accès à ce genre de matériel. Et quand ils ont accès à ce genre de matériel, ils n'ont peut-être pas non plus toujours l'accès aux compétences qui vont permettre de générer un bilan, de pouvoir avoir quelqu'un qui gère la partie web développement, data analyse, sport science. Et c'est ce qu'on a constitué au sein de notre équipe et en fait qu'on a outsourcé par rapport à si c'était une compétence en interne au sein d'un club, ce qui n'est pas forcément possible sur des clubs amateurs. Ok, vos clients aujourd'hui, c'est principalement des clubs ? Oui, principalement des clubs. Et depuis 2022, on a mis en place des partenariats avec différents types d'événements, donc notamment la Race Cross France en cyclisme, où là, on est intervenu. On est intervenu dans différentes villes. Et là, c'est carrément directement les individuels qui se sont inscrits sur notre site internet, parce qu'on a développé la plateforme qui permet de pouvoir réserver un test. Donc, on change un petit peu de modèle en s'orientant vers le sportif amateur directement, mais on a vocation à travailler principalement avec le sport de haut niveau, le sport en club, également tout ce qui est CREPS et sur le sport amateur. Par contre, le sport amateur plutôt sur tout ce qui est sport d'endurance, donc triathlon, vélo et course à pied, parce qu'on a uniquement la partie physiologique qui roule pour le sport amateur. Mais ça reste quand tu dis amateur, c'est-à-dire c'est parce que de ce que je comprends pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt justement pour du haut niveau. Ouais. Parce que j'imagine que vous vous déplacez, vous faites un déplacement, je sais pas. Moi, je suis à Bruxelles, vous venez à Bruxelles. J'imagine que vous n'allez pas venir juste pour faire un test avec une personne, ou alors je paierais très cher le test. Ouais, c'est tout à fait, c'est pas l'objectif. Donc, en fait, on a développé une waiting list. Donc, tout le monde peut s'inscrire sur notre site internet. Et à partir du moment où on a un nombre suffisant d'athlètes, on crée une session qui nous permet de nous déplacer et donc de rentabiliser ça. Par contre, quand je dis athlètes amateurs, c'est tous les athlètes qui ont des objectifs de performance, mais qui n'ont pas l'encadrement et la structure d'un athlète de haut niveau, c'est-à-dire un entraîneur, un sport scientist, un kiné, tout ce qu'on peut avoir comme suivi quand on est athlète de haut niveau. Ok, bon, prenons l'exemple du triathlète amateur, parce que je pense que la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment sont triathlètes amateurs. C'est quoi les types de tests qu'on doit faire et à quelle fréquence, idéalement ? Alors, sur les triathlètes, on a déjà pu intervenir dans différents endroits, donc à Paris et à Montpellier. L'idée de mettre en place un profilage, ça nous permet de définir les pistes de travail en début de saison. Donc, l'idée, c'est d'en faire un, en général, en début de saison après la coupure, de pouvoir avoir à la fois l'aspect cyclisme et à la fois l'aspect course. On n'est pas encore sur la natation, mais bon, ça saurait tarder, j'espère, un jour. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place après un bloc d'entraînement. Donc, soit, en fait, on peut proposer, nous, on est en train de développer la partie également plan d'entraînement par rapport au profil, ou soit l'athlète a déjà un coach, et donc, en fait, le coach met en place par rapport à ces données-là un bloc d'entraînement. Une fois que ce bloc a été mis en place, l'idée, c'est de refaire un test pour aller voir ce qui a été efficace dans cet entraînement et s'il y a des choses qui n'ont pas les attentes visées, moduler l'entraînement sur le prochain bloc. Pour donner un exemple un peu plus concret, sur le marathon de Paris, moi que j'ai préparé, j'en ai fait un en début de prépa et j'en ai fait un juste avant l'échéance, donc 10 jours avant, pour pouvoir évaluer aussi la progression que j'ai eue sur mon plan d'entraînement et pouvoir ajuster l'allure de course. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'allure que je ciblais, elle allait être assez tranquille pour l'allure marathon, et donc je suis partie aussi avec un peu plus de confiance sur mon épreuve, en me disant que si je pars sur 4,45, ça va pas normalement me faire une panne physique et je devrais pouvoir tenir jusqu'au bout à cette allure-là. Chose que j'aurais peut-être pas forcément pu savoir uniquement au feeling, aux sensations. Donc voilà, j'ai eu un petit peu cet apport-là. Donc je dirais début de saison, à l'approche d'un objectif un petit peu majeur, et puis peut-être fin de saison pour pouvoir avoir aussi vraiment l'évolution au cours de la saison complète. Ok, donc idéalement, tu le fais 3 fois par an. Ouais, dans l'idée. Pour un ou une triathlète amateur, quoi. Et du coup, ça c'est idéalement, ok. Mais alors, il faut que tu reviennes avec nous sur le coût d'un tel test quand on est sportif amateur, que pour autant qu'il y ait 3 sessions qui soient pas très loin de chez soi, faut compter combien pour un test à peu près complet où on va tester le physiologique, le musculaire, le psychologique et autres.
Alors sur le profilage complet, sur le sport vraiment amateur type triathlon, c'est-à-dire que c'est pas un club qui nous contacte. On va rester sur la partie physio et donc en fait ça va être aux alentours des 200 € pour la partie course et 250 pour la partie vélo. Donc on fait un pack triathlon en général qui est aux alentours des 300 €. Et on met en place des réductions pour les deuxième et troisième tests qui fait qu'on peut permettre une récurrence parce que c'est vrai que ça c'est un investissement qui est aussi à la hauteur un petit peu de quand on pratique. On a besoin d'avoir du matériel. C'est un peu à la même image que pouvoir acheter une nouvelle paire de chaussures ou pouvoir avoir des outils d'optimisation de la performance. On met en place des réductions qui permettent d'avoir vraiment un suivi optimal. Par contre, si on est déjà sur un test par an, ça nous permet aussi d'avoir une idée quand même de l'évolution et d'avoir aussi des billes pour pouvoir progresser quand même. Ok, mettons que je fasse un test avec vous par exemple. À la sortie de mon test, c'est quoi les indicateurs que je vais avoir? Alors le bilan, il représente à peu près 7 pages de données interprétées. Donc tu vas avoir sur la première page un profil global et complet qui te sert à t'expliquer quel type d'athlète t'es. Plutôt profil d'endurance, explosif, avec une belle araignée qui a été designée. D'accord. Et ça c'est une méthodologie que vous avez développée ou bien c'est des choses qui sont universellement reconnues par tout le monde? Toute la partie vraiment analyse de données et interprétation, c'est nous qui avons tout développé en interne. Ce qui avait commencé quand j'avais voulu créer ce petit livre chez moi, donc c'est un petit peu la suite de ça. Et on a des data scientists qui nous permettent de détecter notamment les différents seuils qui sont des encres utiles dans l'entraînement. Donc ça, tu le retrouves sur la première page. Après, il va y avoir un détail dans chacune des pages sur tout ce qui va être consommation de tel type de calories à différentes intensités, telle zone d'entraînement qu'il va falloir cibler. Imaginons que tu veuilles travailler exclusivement en endurance, ça va être pas dépasser cette allure-là ou cette fréquence cardiaque-là, cette puissance. Et sur la dernière page, vraiment des recommandations assez complètes sur ce qu'il va falloir que tu travailles en priorité par rapport à ton profil. Et également aussi tout ce qui est aussi mesure de composition corporelle et capacité pulmonaire maximale. Donc des choses qui sont plutôt faites au repos, mais qui nous servent aussi à avoir des informations sur est-ce que tu es assez hydraté, est-ce que ta masse musculaire est assez suffisante pour répondre aux contraintes de ton activité. Et sur la partie capacité pulmonaire, s'il y a peut-être des choses à travailler sur plutôt la capacité à recevoir l'oxygène avant de chercher à vouloir optimiser le transport de l'oxygène et toutes ces choses-là. Et pourtant, la majorité des triathlètes, en tout cas amateurs, ne font pas de test. Ou s'ils font un test, en général, c'est plutôt la VO2 max, mais c'est tout, non? Ou bien je me plante? Ouais, il n'y a pas énormément de tests qui sont mis en place parce que ça émerge tout juste ce genre de tests. On peut avoir le même type de protocoles qui sont faits en hôpitaux, c'est-à-dire avec les tests d'effort. Par contre, on va pas avoir tout ce qui est interprétation et utilisation dans la performance comme on va pouvoir le délivrer. L'objectif d'un test d'effort, ça va être de vérifier qu'on est en bonne santé avant tout. Et par chance, on peut avoir éventuellement la VO2 max et les deux seuils si le médecin est cool. Mais sinon, c'est pas vraiment la vocation d'un test d'effort. Donc, on est tout au début, je pense, notamment en France, sur l'intégration de données physiologiques assez poussées dans l'entraînement. Ouais, je te confirme que c'est pas que en France, hein. Moi, j'habite au Luxembourg. J'y ai habité pendant ces 15 dernières années. J'ai fait plusieurs tests en labo à la clinique du sport. Et les données que j'ai voulu partager à mon coach, il m'a dit c'est inexploitable, je comprends rien. Ils ont leur propre exploitation, ils ont leurs propres infos. Mais alors, je suis incapable de sortir un seuil et eux, ils me le sortaient pas non plus. Donc, en fait, ils vérifient que tu es en bonne santé. Ils te donnent des recommandations. Mais alors, pour l'exploitation des données, c'est pas parce que tu dis en France, a priori au Luxembourg aussi, pareil en Belgique, Suisse et autres, mais tu comparais aux États-Unis? Ouais, exactement. Je comparais au modèle anglo-saxon, États-Unis, et je pense qu'en UK aussi, il y a peut-être un petit peu d'avance sur l'intégration des données. Ça, pour moi, c'est plutôt lié au fait qu'il y a eu les Jeux en 2012. Et il y a eu cette idée de pouvoir faire rayonner aussi le pays, qui a fait qu'ils ont intégré plus de moyens dans l'optimisation des performances. Et donc, il y a eu peut-être plus d'émergence de technologies, de sensibilisation sur l'intérêt d'avoir des données. Et je pense que que ce soit en UK ou alors aux États-Unis, les États-Unis sont encore plus en avance, mais il y a cette idée de pouvoir utiliser la data dans l'optimisation des performances qui est ancrée dans leur mentalité. Alors, tu parles des JO là, à Londres en 2012. Pour les Français qui nous écoutent,
youpi, en 2024, on a les JO. Est-ce que les différentes fédérations françaises sportives sont aussi dans une démarche d'amélioration de la performance ou on n'est pas encore sur un modèle anglo-saxon? Alors oui, il y a quand même quelques fédérations qui s'organisent et se structurent en interne sur l'optimisation des performances. Donc ils ont du staff qui est là pour mettre en place des stratégies de performance. C'est pas le cas de toutes les fédérations, on va pas se mentir. Mais je dirais qu'il y en a bien 7 qui sont structurés pour répondre à ces enjeux-là. Après, ça prend du temps et c'est pas parce qu'il y a les Jeux en 2024 et que les choses se mettent en place en 2020-2021 que ça va fonctionner. Donc, je pense qu'il faut vraiment que le système se mettre en place. Il y a eu l'Agence nationale du sport qui a mis beaucoup de moyens sur équiper les CREPS au niveau local pour pouvoir mettre à disposition des athlètes de haut niveau un ensemble de matériel à leur disposition pour optimiser les performances. Après, il leur manque aussi le facteur, une fois que j'ai ces données-là, comment on les interprète. Donc là, c'est pour ça que nous, on intervient sur la création de cette plateforme où on n'aurait plus besoin de venir capter la donnée. Mais par contre, on fournirait l'analyse et l'interprétation sous une forme de plateforme aux structures qui sont équipées de matériel. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on est en train de creuser actuellement sur vraiment se spécialiser dans l'analyse et l'interprétation de données de performance. Donc ça, ce serait le modèle de votre business à terme, c'est de pouvoir s'intégrer avec des devices un petit peu partout et juste renvoyer une analyse et des recommandations et voir des plans d'entraînement. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en interne, c'est-à-dire qu'on a développé une plateforme qui nous permet d'automatiser la génération de bilans de façon vraiment très visuelle avec des indicateurs assez simples. Et c'est la demande qu'on a de nos partenaires. Donc on est partenaire avec le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, pour qui on est prestataire. Par contre, les autres CREPS qui n'ont pas ce genre de prestataire sont un petit peu, je dirais pas jaloux, mais ils sentent qu'ils ont besoin d'avoir aussi ce support sur l'interprétation de données et qu'il n'y a encore aucune solution concrète qui existe. Il y a des plateformes qui existent sur le monitoring l'état de fatigue d'un athlète, c'est-à-dire pouvoir suivre la charge d'entraînement, à quel point il est fatigué et performant. Par contre, sur la mise en place d'un logiciel pour interpréter les données de performance sur du profilage, c'est tout nouveau. Donc, on explore vraiment cette piste-là pour pouvoir fournir aux structures françaises d'optimisation de la performance sportive des outils pour potentiellement faire briller les athlètes sur les Jeux 2024, voire un peu plus tard, parce que c'est vrai que le délai est un peu court maintenant. Et tu parlais donc de 3 tests annuels dans le scénario idéal. Il y a aussi moyen de tester plein de choses au jour le jour. Il y a de plus en plus de capteurs qui existent, des wearables. Tu parlais de Super Sapiens pour le taux de glycémie, par exemple. Alors, pour les triathlètes amateurs, encore une fois, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à faire comme type de test ou de métrique à suivre au jour le jour? Ouais, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis et c'est 2 logiques un peu différentes mais complémentaires dans le sens où faire un test, 3 tests par an, c'est vraiment sur une dynamique de profilage, d'aller comprendre en profondeur les différents indicateurs de performance. Et sur la partie plutôt du test récurrent, on est sur du monitoring qui va nous permettre notamment de mesurer les états de forme, pouvoir ajuster tout ce qui est charge. Et donc là, il y a des outils qui existent sur notamment du suivi HRV, donc là qui va mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque. Variabilité cardiaque. Donc ça, on a différents outils qui commencent à se commercialiser avec des bagues Oura ou alors le bracelet Whoop ou alors également des possibilités avec des ceintures fréquence cardiaque. Il y a des applications qui existent pour avoir ce genre de mesures. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment sur l'ajustement des différentes charges à l'approche de compétition. Il peut y avoir tout ce qui est capteur de Super Sapiens, comme on en parlait. Je pense que c'est assez intéressant dans une dynamique d'essayer de comprendre comment le corps fonctionne, comment il réagit à chacun des aliments qu'on ingère. C'est assez complexe encore l'utilisation et l'interprétation parce que la glycémie, c'est une thématique toute nouvelle. Et donc, corréler vraiment les résultats du capteur avec une action qu'on a faite avant, c'est pas forcément une corrélation vraiment directe. Donc, c'est assez complexe. Mais en tout cas, je pense que tout ce genre de petites données ou même tout ce qui est capteur de puissance pendant qu'on s'entraîne sur vélo permettent de comprendre un peu plus au quotidien comment le corps fonctionne, comment il s'adapte à l'entraînement. Et c'est toujours hyper intéressant d'aller creuser ces aspects-là. Il y a effectivement de plus en plus de solutions qui existent.
bon, je pense que le capteur de puissance, c'est probablement une des premières choses dans laquelle les triathlètes vont investir. Si tu as un budget, je sais pas, mettons, alors, avant ça, est-ce que toi, tu travailles en partenariat avec une de ces marques ou pas? Alors, pas directement. Non, pas directement. Ok, donc a priori, toi, tu es objectif par rapport à ça. Tu peux nous donner ton avis de manière hyper objective par rapport à tous ces petits gadgets. C'est quoi pour toi le plus important? Je sais pas, voilà, je suis triathlète, c'est mon anniversaire, j'ai 500 euros à dépenser ou 1000 euros à dépenser, on va dire, parce que ça coûte quand même cher. J'ai 1000 euros à dépenser. Voilà, dans quoi est-ce que je dois les mettre en termes de capteurs, sachant que je fais du triathlon? En termes de capteurs utilisables au quotidien, c'est ça que tu... Oui. Dans le cadre de ton entraînement, je pense qu'il va y avoir moi, je crois vraiment au suivi HRV. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Et donc, je dirais la Bagoura que j'ai eu l'occasion d'utiliser par rapport à Whoop, elle est un peu plus fiable et validée scientifiquement et elle permet d'avoir vraiment un suivi de la compréhension du sommeil, de la récupération, de la charge d'entraînement qu'on a au quotidien. Et on n'a pas besoin de s'en soucier, c'est-à-dire qu'on la porte au quotidien et il n'y a pas de batterie de test à faire le matin quand je me réveille avec la ceinture de fréquence cardiaque. Tout est fait vraiment simplement. Et je trouve que c'est un très bon outil qui dans ce budget-là, qui permet d'avoir des informations. Après, il y a le capteur de puissance qui permet, en plein entraînement, de pouvoir s'ajuster, chose que la bague, elle sert plutôt à un outil de récupération. Donc, c'est assez complémentaire, je pense. C'est intéressant. Moi, j'ai jamais testé la Bagoura. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de plaintes au niveau, leur support client, tout ça. Bon, voilà, à vérifier. Du coup, j'ai pas eu de témoignage direct. Mais moi, ma question, c'est est-ce que c'est suffisamment précis parce que je sais que par exemple le capteur sur la montre, donc le capteur pour la fréquence cardiaque, en général, bon voilà, on sait que c'est pas très précis et donc il vaut mieux avoir une ceinture thoracique. Qu'est-ce qu'il en est de la bague? Sur la bague, il y a eu plusieurs publications qui ont montré que c'était précis. Donc à partir du moment où il y a des validations scientifiques, moi j'y fais confiance. Par contre, j'ai pas forcément un avis en termes d'utilisation parce que j'ai pas eu assez accès à ce genre de données et j'ai eu des témoignages de personnes qui l'ont utilisé par contre qui en sont très contents. On avait eu l'occasion d'en parler aussi avec Hélène Guillaume de chez WideAI qui porte une Oura Ring au quotidien et qui nous disait qu'elle en était très satisfaite et qu'elle utilisait même ces données-là dans le cadre de son appli. Il y a pas mal d'applis qui commencent à se connecter au Bagoura et c'est assez, même pas mal de plateformes aussi de suivi, comme je disais, de monitoring pour les athlètes qui intègrent maintenant les données de la Bagoura. Okay. Bon, donc pour reprendre un petit peu les différentes métriques, donc on a la variabilité cardiaque, et pour rappel, c'est ce qui permet de mesurer d'une certaine manière le stress physiologique. On peut dire ça comme ça? L'état de fatigue? Oui, en fait, on peut dire ça comme ça. L'idée de la variabilité cardiaque, c'est que le cœur, il bat à des rythmes qui sont jamais en fait tout le temps les mêmes. Et plus la variabilité va être importante, plus ça veut dire qu'il s'adapte bien au stress. C'est-à-dire qu'il est assez réactif. Par contre, quand il va avoir un rythme très très monotone, ça veut dire qu'il s'endort un petit peu et donc du coup qu'il est un peu fatigué. Et donc c'est vraiment très vulgarisé ce que je dis. Mais dans l'idée, c'est que plus la variabilité est importante, en meilleure santé, entre guillemets, l'athlète est, et en meilleur état de forme il est. Et donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller mesurer ce genre de choses. C'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose que peut mesurer la bague Oura, par exemple. Il y avait aussi les bracelets Whoop, c'est ça? Ouais. Mais une simple ceinture thoracique qui calcule ta fréquence cardiaque, c'est bon aussi. Ça, oui. Une Garmin ou une Polar. Tu peux tout à fait le faire avec une ceinture de fréquence cardiaque. Il y a les applications. Après, on la porte pas forcément toute la journée. On dort pas avec, etc. Non, justement. Non, il y a un petit protocole à respecter. On en avait parlé dans le podcast de Nakan avec un chercheur suisse, justement, sur un cardiologue suisse qui nous explique qu'il y a un petit protocole à respecter pour avoir des mesures fiables. Déjà, c'est un peu comme le poids, il faut mesurer toujours au même moment, c'est-à-dire le matin au réveil, après avoir été aux toilettes, parce que parfois, quand il y a trop de liquide dans le corps, il y a aussi une petite variation au niveau de la variabilité cardiaque. Donc, il y a un petit protocole à respecter, mais il me semble quand même que la ceinture cardiaque, la ceinture cardio-thoracique, ça reste la donnée la plus fiable en termes d'analyse de la variabilité cardiaque. Ouais, la ceinture cardiaque, je l'ai utilisée quand justement je suis descendue à la mer cet été, donc j'ai fait 8 jours de course à peu près 30 km par jour, donc je voulais voir un petit peu quel était l'impact de ce genre de projet sportif sur mon corps.
Et je trouvais ça quand même assez contraignant dans le sens où il fallait passer 5 minutes allongé, 5 minutes debout. Donc 10 minutes, moi je tiens pas beaucoup en place. Donc du coup, rester 10 minutes debout, c'était vraiment très dur. Je pense qu'il y a des athlètes que Jonas suivait notamment où ils faisaient souvent ce protocole-là, qui arrivaient très bien parce qu'ils sont très rigoureux, et après d'autres où ça marche pas trop parce que globalement après les 8 jours, moi je l'ai arrêté. Là, j'ai installé une nouvelle application sur mon téléphone qui s'appelle HRV for Training, qui utilise en gros le flash de l'appareil photo pour prendre le doigt. Et j'ai un peu du mal à m'en servir dans le sens où j'ai pas l'impression de voir je vois quand même pas mal si jamais je bois de l'alcool ou des choses comme ça que ma VFC chute vraiment beaucoup. Mais par rapport à mon entraînement, j'ai un peu du mal à l'interpréter. Donc, c'est aussi peut-être la mesure qui n'est pas non plus hyper fiable parce que c'est pas, c'est juste un flash qui prend mon doigt. Attends, comment ça fonctionne là? J'ai pas compris le flash. En fait, ça fonctionne comme le capteur de la montre où t'as une lumière pulsée qui va analyser les battements de ton cœur. Et sur le flash de l'appareil photo, ça fonctionne pareil. En fait, il analyse la lumière et la réponse à la lumière quand tu poses ton doigt sur le flash. Ouais, j'avais voulu tenter parce que Mathieu Lambert, qui est un de nos sport scientists, qui m'en avait parlé et qui en avait discuté avec également un entraîneur de triathlon, Jérémy Staffan à Paris, il me semble. Et ils avaient l'air plutôt convaincus de l'application. Après, dans mon quotidien, moi, j'en ai pas forcément trouvé des intérêts directs pour l'instant. Par contre, c'est parce que c'est aussi un peu moins marketé, je pense, que tout ce qui est bag, Oura, Whoop, qui eux, ils ont vraiment un aspect marketing. Je pense, moi, je suis victime de ce genre de choses aussi. Ok. Et donc du coup, tu peux récupérer ta HRV, comme on dit, ta variabilité cardiaque. Ça te permet aussi de mesurer ton sommeil, notamment. C'est des choses qui sont intéressantes, ça? Ouais, carrément. Ça mesure pas forcément que la quantité du sommeil, mais aussi la qualité. C'est-à-dire combien de temps tu passes dans chacune des zones, au niveau du sommeil profond. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes autour du sommeil que je détaillerai pas forcément parce que je suis pas experte là-dedans, mais des métriques qui sont vraiment aussi corrélées à l'état de stress d'une personne. C'est-à-dire que pas forcément uniquement que dans la partie sportive. Ça peut aussi être relié à du stress dans l'activité professionnelle ou toutes ces choses-là qui sont pour moi des outils très pertinents dans le fait de vouloir être bien au quotidien, dans une dynamique de bien-être aussi, et avec aussi des questionnaires un peu plus subjectifs sur l'état de la personne. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus comme type de wearables qu'on pourrait imaginer pour améliorer nos performances? Je pense qu'il ne faut pas non plus essayer de se suréquiper parce qu'on peut vite se perdre avec trop de données. Donc je pense que l'idée d'essayer de rester sur les choses simples et de pouvoir mettre en place de temps en temps par exemple des tests beaucoup plus poussés où on a plein de données, ça c'est intéressant. Par contre, si au quotidien on est noyé par les données, après on en perd aussi à mon sens, d'un point de vue pratique, le goût de la pratique, dans le sens où on est aussi là aussi pour se faire plaisir, pour performer, mais d'être tout le temps rivé sur les datas, ça, c'est pas toujours, en tout cas, c'est pas ma vision au quotidien des choses. Moi, j'avais quand même une question sur les datas, parce que notre audience est plutôt de triathlètes. On s'est beaucoup entraîné pendant de nombreuses années à des pourcentages de fréquence cardiaque. Maintenant, c'est un petit peu remis en cause au profit de la puissance, que ce soit en vélo ou en course à pied. Et ton avis, toi, de scientifique et de sport testeuse, ce serait quoi? Ce serait un mixte entre les deux ou effectivement s'orienter vers la puissance? Alors moi, mon avis sur la partie physio, il se repose surtout sur l'avis de Jonas, qui a vraiment une expertise là-dessus et qui en effet montre que la partie de la fréquence cardiaque, elle est quand même vachement variable de différentes conditions et donc peut-être pas forcément toujours le meilleur indicateur sur lequel se baser. Par contre, voilà, se fier à de la puissance ou alors des indicateurs de type vitesse sont beaucoup plus fiables. Sur la partie puissance en course à pied, on a eu l'occasion d'utiliser des capteurs qui vont être assez pertinents quand on est sur du plat. Par contre, dès qu'on va commencer, à mon sens, à partir sur une pratique où il y a un peu de dénivelé, où on perd un petit peu la qualité de la mesure.
Ouais, c'est clair. Stride sort un peu son épingle du jeu là-dessus, mais c'est vrai que ils sont assez transparents. Dès qu'on veut préparer du trail ou travailler sur des aspects plus trail avec beaucoup de dénivelé positifs et négatifs, c'est un petit peu moins cohérent, mais ça reste, je pense, à mon sens, quand même beaucoup plus cohérent que la fréquence cardiaque, où là aussi, quand on veut faire du pacing entre elles, ça devient compliqué. D'accord. Tout ça nous amène un petit peu à effectivement l'analyse des données que vous faites. Donc, tu l'as dit, si on fait appel à Sport Testing, on a un joli rapport de 7 pages avec plein de données que vous analysez. Est-ce que du coup, vous faites aussi des recommandations d'entraînement ou est-ce que vous travaillez de concert avec les coachs et là, c'est plutôt le rôle du coach de donner des informations à ses athlètes? Alors, notre première logique, elle a été de vraiment pas vouloir remplacer le rôle de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'on travaillait principalement avec le sport de haut niveau, donc l'entraîneur était toujours présent. Et donc, on a voulu partir sur une dynamique où on lui fournit des outils pour pouvoir mettre en place un plan d'entraînement qui correspond à chaque athlète. Et depuis qu'on travaille avec aussi des sportifs individuels, on a commencé à développer, en plus des recommandations, également des plans d'entraînement par profil d'athlète qu'on est en train d'implémenter sur la plateforme Nolio, qui sont nos partenaires un petit peu depuis le début. Et donc, Nolio, on en a un peu parlé aussi dans le podcast. Ouais. Ils sautent partout. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi les accompagner sur vraiment une préparation qui est adaptée par rapport au profilage et les données vraiment individuelles. Et donc d'avoir aussi la partie plan d'entraînement pour les personnes qui n'ont pas de coach et qui seraient un petit peu plus perdues sur qu'est-ce qu'on fait des données. Donc ça va arriver. On est en pleine finalisation de la partie préparation des plans d'entraînement. Ok, cool. Mais ça, c'est toujours sur le profilage physiologique des athlètes. Sur la partie psychologique, tu nous as dit c'est pas encore vendu, pour ainsi dire. Alors moi, je suis par contre totalement ouverte s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils ont des intérêts à mettre en place des tests spécifiques et qui trouvent que ce serait hyper pertinent. Moi, j'attends que ça, d'avoir des gens qui me donnent des appels du pied sur la partie psychologique et cognitive. À partir du moment où je sentirai qu'il y a vraiment cette envie du marché, des sportifs, d'avoir des informations sur leurs capacités cognitives, psychologiques, on se lancera. Ça, c'est sûr que, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai dans mon viseur depuis le début de la création de Sport Testing et qui arrivera un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Et alors, dis-nous un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les types de tests que vous faites et quels sont les résultats, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Sur la partie psychologique? Ouais. Sur la partie psychologique, ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, notamment sur le Endless Project, c'était un profilage des états, s'appelle POMS, Profile of Mood States. Et donc là, en fait, ce qui a été montré dans la littérature scientifique, c'est qu'il existe un profil optimal de l'athlète où il y aurait des scores assez faibles au niveau de l'anxiété, de la dépression, de la colère, et par contre un grand pic sur la vigueur. Et on s'est rendu compte, en effet, sur les personnes qui ont participé au Endless Project, que ceux qui présentaient pas du tout ce profil-là et ceux qui avaient justement un profil inverse étaient vachement arrêtés plus tôt dans l'effort. Et donc, je trouvais ça assez pertinent de pouvoir aller établir un profil de ce genre-là pour essayer de comprendre et d'ajuster aussi des stratégies avant un événement sportif. Sur la partie plutôt préparation des habiletés mentales, là on a aussi une sorte de questionnaire qui a été validé scientifiquement et qui est utilisé actuellement par l'INSEP notamment, où on va mesurer tout ce qui est gestion du stress, tout ce qui est habileté psychosomatique, on appelle ça, tout ce qui est habileté de base, confiance en soi, réussir à établir des buts de performance, l'engagement dans la pratique, et enfin la dernière habilité qui est plutôt cognitive, comment je vais planifier ma compétition, est-ce que je suis en mesure de mettre en place des habiletés de visualisation, d'imagerie mentale. Et donc ça, c'est des informations qui nous servent à se dire, est-ce que ça va être pertinent de mettre en place une préparation mentale, ou est-ce que l'athlète est déjà équipé est-ce qu'il est déjà équipé de compétences pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Et sur la partie plutôt sport collectif, où là on va avoir aussi tout ce qui est interaction avec l'entraîneur et avec le groupe. Et alors tu parles d'habileté mentale, il y a aussi la partie personnalité qui joue. Donc est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont innées et que en fait tu pourras pas vraiment changer parce que ça fait partie de la personnalité? Bon, il y a des gens qui ont tendance à
à savoir davantage sur leur chic dans les moments difficiles, et il y en a qui craquent plus facilement. Bon, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment lié? Est-ce qu'on peut le travailler systématiquement, ou est-ce qu'il y a quand même des trucs qui sont innés, et en fait, voilà, c'est un talent, tu l'as ou tu l'as pas? Ouais, en fait, ce qui se dit dans la littérature scientifique, c'est qu'il va y avoir des traits de personnalité. Donc ça, c'est des choses, des construits qui sont plutôt fixes et qui vont rester dans la durée. Par contre, on va avoir aussi également des états dans lesquels on va pouvoir avoir un trait qui soit plus présent à un moment, ou alors un moment de la vie, ou alors par rapport à un événement qui occure. Et ce qu'on va chercher à mesurer notamment sur les sports d'endurance, ça va être tout ce qui est mental toughness. Ça veut dire aussi résistance mentale, et ce qui va notamment être nécessaire quand on va faire des efforts un peu plus longs. Et ça, c'est des choses qui peuvent être travaillées, notamment à l'entraînement. Il y a aussi différents concepts qui ont été développés, encore à vérifier, je pense, sur l'application pratique. Ça s'appelle Brain Endurance Training, où en gros, on va contraindre le cerveau à effectuer des tâches difficiles en même temps qu'il pratique, pour que quand il va pratiquer, au final, ce soit beaucoup plus simple, et il a déjà été dans un mode beaucoup plus complexe, un petit peu comme quand on fait l'entraînement sur la partie physique, voilà, de le contraindre avec des tâches très complexes qui s'appellent des tâches troupes, où le cerveau il en peut plus au bout d'un moment. Et ça, on a mis en place des protocoles un peu expérimentaux sur des trailers notamment. Et on se rend compte de choses hyper intéressantes. Donc c'est des tâches, ça dure 30 minutes, où en gros il y a des couleurs qui arrivent sur l'écran. C'est écrit bleu dans une couleur orange, et il faut dire la couleur qui est écrite, donc ça nous mélange quand même pas mal. Et après il y a des questionnaires de perception de difficulté qui ont été établis par la NASA. Donc c'est des tests qui sont faits pour les astronautes à la base, qui servent à aussi un petit peu comprendre comment l'athlète a réagi à cette tâche. Et bon, c'est plutôt un feeling là que je partage, c'est que les athlètes qui vont être vraiment très bons dans la longue distance, ils vont au final pas être très contraints par ce genre de tâches, parce que ils ont tellement l'habitude de laisser leur cerveau partir que c'est assez simple pour eux. Donc je trouve que c'est des tests un peu intéressants à aller explorer, à aller développer par la suite, et qui vont, je l'espère, développer sur des mesures objectives des capacités psychologiques. Ok, super intéressant. Et la partie personnalité, du coup, les traits de personnalité dont tu parlais, vous les identifiez comment? Vous utilisez des MBTI, Enneagram et autres, ou pas? Sur la partie personnalité, on n'a pas forcément eu beaucoup de demandes sur cette partie-là. L'idée, c'est pas non plus de noyer les athlètes avec trop de questions, parce que chacun des questionnaires qui sont développés, on a bien 20, 30 questions. Donc si on met trop de questions, ça tue la question. Et donc voilà, on n'a pas forcément de tests spécifiques sur la partie psychologique, personnalité. Okay. Parce que finalement, ça joue aussi, j'imagine. Ouais. Enfin, on pourrait identifier des traits de personnalité et se dire, en fait, lui, il a que 16 ans, mais d'après les tests de personnalité, on voit qu'il a le potentiel, en tout cas au niveau mental, pour faire des grandes choses, pour performer. Il y a vraiment des traits de personnalité qui ont été identifiés comme aussi prédicteurs de la réussite à haut niveau. Donc ça peut être intéressant de les mettre en place, mais est-ce que ça va vraiment changer ta façon de pratiquer, étant donné que c'est des construits qui sont plutôt fixes? Et puis est-ce que ça pourrait pas avoir un effet délétère, ou de se dire justement on va tester telle ou telle personnalité, on a remarqué que tel profil était plus apte au haut niveau, donc tel autre athlète on va l'éjecter parce que finalement il n'a pas le profil qu'il faut, alors que finalement c'est peut-être aussi une construction mentale à venir, c'est peut-être aussi une question de résistance à la douleur, à l'entraînement ou autre. Exactement, il y a pas mal de dérives aussi qu'on peut avoir sur le profilage, donc dans lesquelles on est vachement vigilant aussi sur cet aspect. On donne des informations sur les athlètes. Il faut que ça aille dans le sens de leur développement et pas juste les mettre dans des cases. Donc là, l'idée, c'est notamment sur tout ce qui est SMTQ, c'est Sport Mental Toughness questionnaire, qui sert à mesurer des choses qui vont être optimisables et pas uniquement des traits de personnalité, ou demander à quelqu'un de changer de personnalité, ça se fait pas, quoi. Une question me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. On a eu l'occasion de parler d'Hélène Guillaume, qu'on avait déjà reçue dans le podcast. Vous proposez des tests justement pour
faire l'état de la performance actuelle et éventuellement améliorer la performance. Est-ce que vos tests se basent aussi sur une différence qu'il pourrait y avoir entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous avez des tests spécifiques pour les femmes ou est-ce que c'est des constatations que vous avez fait de manière générale et que vous appliquez à tout le monde? Alors, on n'a pas des tests qui sont différents. Par contre, on va avoir des analyses qui le sont. Dans le sens où en fait l'ensemble des données sont aussi corrélées à des données références et donc qui nous permettent d'établir un profil d'athlète mais qui est soit féminin soit masculin et donc en fonction de ça on va ajuster et on prend également aussi en compte différentes mesures avant de commencer un test sur la partie état de forme de l'athlète et notamment tout ce qui est cycle menstruel, contraception pour les femmes qu'on n'utilise encore pas activement parce qu'on n'a pas assez de données pour se dire est-ce que ces informations-là vont être pertinentes dans une stratégie. Il y a encore pas beaucoup d'articles qui sont publiés, même si ça commence. Mais on est aussi à l'origine de récupérer des données pour optimiser les performances à chaque athlète et à chaque profil. Et notamment sur cette différence homme-femme, il y a des spécificités à prendre en compte. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder peut-être ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de la question de toi et de Sport Testing? Je pense qu'on a fait un très beau tour. Merci à vous pour ces questions qui étaient hyper intéressantes et qui me donnent encore plus envie d'aller développer des choses, notamment sur la partie cognitive, psychologique et voilà. Donc merci. C'est hyper intéressant en tout cas comme sujet et voilà, je pense qu'il y a effectivement, comme tu dis, encore beaucoup de choses à faire. C'est finalement quelque chose d'assez nouveau. Et du coup, si on parle un petit peu de l'avenir, alors c'est quoi ta vision pour Sport Testing? Et aujourd'hui, vous êtes déjà, parce que ça a déjà grandi, vous avez eu des investissements dans la boîte, c'est ça? On a eu, pour l'instant, en fait, on n'est que 3 fondateurs et donc on a fonctionné en mode bootstrap, comme on appelle, où on a développé notre produit, on a directement commercialisé le produit et on a également eu des investissements sur le matériel qui est assez coûteux. Aujourd'hui, on est en train de basculer complètement de modèle en se dirigeant vers une plateforme, comme j'expliquais tout à l'heure, pour la mettre à disposition des structures qui possèdent du matériel. Donc concrètement, globalement, nos concurrents actuels pourraient devenir nos clients. Et donc la vision, c'est de pouvoir toucher maintenant le marché européen, voire international, grâce à cette plateforme. Parce que c'est vraiment un besoin que j'avais identifié quand j'étais aux États-Unis. C'est-à-dire que l'idée avait commencé là. J'avais pu développer un premier bilan sur un outil biomécanique. Et on m'avait dit, ça a vraiment de la valeur ce que tu fais. Donc, ils m'ont fait prendre confiance dans le sens où on pouvait faire quelque chose aussi de bien à 23 ans. Et donc voilà, on se dirige vers ce modèle plateforme pour pouvoir vraiment apporter quelque chose de valeur au monde sportif, sans avoir à se déplacer à chaque fois et pouvoir rendre aussi les coachs, les athlètes beaucoup plus autonomes sur cette captation de données et les rendre accessibles pour les sportifs. Oui, donc les tests mobiles, finalement, ça c'est voué à disparaître alors. Ce sera toujours là. Je pense qu'on aura toujours un service de testing qui sera là. Mais vraiment, le cœur de notre activité aujourd'hui, c'est l'interprétation des données de performance. Et c'est vers ça qu'on va tendre dans le futur. Ok. Et puis voilà, je pense qu'il y aura toujours aussi des petits projets, un peu comme le Endless Project, qui sont plutôt des projets scientifiques, qui n'ont pas vocation à donner des informations directes à l'athlète, mais plus à développer les connaissances. Là, on est en train de réfléchir à en mettre un autre en place cette année. Et c'est des projets qui nous permettent de faire avancer les connaissances, de communiquer aussi sur l'intérêt d'aller étudier ces différents paramètres dans un objectif de performance. Et on va rester dans cette logique de pouvoir aussi vulgariser un maximum toutes les connaissances qu'on engendre sur notre site, sur le blog. Ok. Pour finir, on va finir encore avec une coutume du podcast. Ce podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui as déjà fait quelques triathlons et du haut des connaissances, des compétences que tu as acquises avec Sport Testing, j'ai une question pour toi. À ton avis, quel est le meilleur moyen de devenir triathlète? Et triathlète avec un E majuscule à la fin, puisque tu es une femme. Pour moi, le meilleur moyen de devenir triathlète, c'est de s'inscrire à 3 en équipe sur un format relais et en fait d'y prendre goût. C'est-à-dire qu'on y va à la base en se disant moi je suis coureuse, je vais pouvoir participer au projet équipe et donner mon meilleur sur la partie course. Et après en fait on se dit pourquoi pas faire les 3 finalement.
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière. On nous l'avait jamais suggéré, mais ça peut être un bon moyen de rentrer dans le triathlon. Je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que souvent une des barrières à l'entrée ça pourrait être je suis pas bon dans un des sports ou j'ai peur de me faire mal en course à pied ou j'ai pas la technique, je sais pas nager ou j'ai peur sur le vélo. Donc souvent c'est ça en fait ce qui dérange parce qu'à la limite la distance, bon il y a des triathlons courte distance donc c'est pas ça le problème. Donc effectivement ça permet d'avoir un petit goût et de tester un petit peu l'ambiance générale sur une première course avant de se lancer. Ouais. Et surtout qu'on trouve ça presque frustrant en fait de faire du coup que la course quand on se lance en relais. En fait, on a envie de découvrir toute l'expérience et c'était ce que j'avais fait la première fois. J'avais fait uniquement le vélo, il me semble. Et après, j'étais partie sur un petit, je crois que ça devait être une distance S. Et j'avais adoré l'enchaînement des trois, même si j'étais pas forcément hyper douée en vélo, l'avoir en natation, d'enchaîner avec la partie vélo, d'être complètement sec pour la course, mais d'être quand même là, c'est trop cool. Ok, bon génial. Merci pour ça. Bon, en même temps, avec un 3h34 au marathon de Paris, est-ce que tu prévois un Ironman un de ces quatre? Je vois que les infos restent pas confidentielles longtemps. C'est public, hein, je me suis permis. Non, c'était vraiment top. C'est vrai que ce marathon, c'était pas forcément espéré ce temps-là, et je l'avais fait avec mon père et on a partagé ça un petit peu à deux, même s'il a lâché lui au 27 et il a pris un peu de retard. Je pense qu'à terme, il y aura peut-être la course et le vélo et la natation en même temps. Après, je peux pas dire quand, je peux pas dire comment et avec qui. Bon, on va pas te mettre trop de pression. Je pense que tu as déjà pas mal de choses là à venir. Donc voilà, c'est top en tout cas. Bravo pour tout ce que tu entreprends. Et c'est Alexandre Bouquet de Nolio qui nous a mis en contact. Donc on lui passe le bonjour. Je suis sûr qu'il nous écoute. Un autre entrepreneur de Grenoble. Ouais, merci Alex. Super. Merci Mélissa et on te suivra alors de très près. Top. Merci à vous et bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.